Salut bande de photographes. Aujourd'hui, on termine un petit peu notre tour du monde des ultra grands angles pour les APS-C. Je teste le nouveau Tamron 10-24 mm et vous allez voir qu'il est plutôt pas mal. Donc on va regarder un petit peu ça dans le détail pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion. Alors c'est parti, son nom complet c'est 10-24 mm, f3.5-4.5, ce qui veut dire qu'il ouvre à 3.5 à 10 mm et à 4.5 à 24 mm, DI2 parce que c'est la deuxième version, VC parce qu'il est stabilisé, HLD parce qu'il a des trucs ultra low dispersion. Alors mes premières impressions, c'est un objectif qui est de fabrication plastique mais qui est de bonne construction, c'est comme voilà, toute dernière gamme de chez Tamron. Ils font les choses plutôt bien, c'est joli, c'est tout en noir, j'aime bien le fait qu'ils aient un petit peu laissé tomber le côté un peu doré. Et puis bon, on a une bague de zoom comme ça, il faut entendre un peu le bruit, et puis une bague de mise au point, ici, qui est assez longue, qui permet d'être bien précis aussi quand on est proche. On a d'ailleurs une petite fenêtre avec les distances de mise au point, en pied et en mètre. Pas de petits réglages d'hyperfocale par contre dessus. Et puis deux petits boutons, un pour l'autofocus, parce que oui, il a l'autofocus, et puis un bouton pour la stabilisation, ce qui est pas mal aussi, parce qu'on avait pas mal d'objectifs ultra grand angle qui ne sont pas stabilisés, et celui-là, bah, c'est pas le cas. Donc voilà, et puis aussi, truc qu'il y a toujours maintenant sur les objectifs chez Tamron, si je dis pas de bêtises, c'est qu'il y a des joints ici de protection qui font que c'est, comme on appelle ça tropicalisé, mais en gros, ça permettra à l'eau et aux éléments de moins facilement rentrer dans les rouages de votre objectif, donc c'est toujours bon à prendre. Alors au niveau des caractéristiques, voilà, comme je vous disais pour l'ouverture, j'ai déjà expliqué, il est aujourd'hui commercialisé pour Canon et Nikon. Il pèse 440 grammes, c'est l'avantage d'avoir un objectif qui est fabriqué en plastique, c'est que du coup c'est plus léger. Il fait 8,5 cm de long et puis il accepte un diamètre de filtre de 77 mm. Donc bon point, un ultra grand angle qui accepte des filtres, c'est toujours bien. Le prix aujourd'hui est aux alentours de 640 € parce que le produit vient de sortir, c'est tout neuf, et puis il a quelques avantages sur la concurrence, on verra ça par la suite, donc qui justifie un petit peu son prix. Alors c'est évidemment un objectif qui va être parfait pour du paysage, donc je vais le tester beaucoup dans ce cadre-là. Vous pouvez aussi en faire plein d'autres choses, un ultra grand angle, ça permet d'être créatif, mais c'est vrai qu'on l'utilise plus pour cette application-là. Comme toujours chez Tamron, le pare-soleil est fourni avec. Comme je vous disais, il y a une échelle de distance dessus, il y a un diaphragme à 7 lames, donc pour ceux qui ont un peu suivi les éditions précédentes, ça permet d'avoir des belles étoiles à 14 branches plutôt que d'avoir des étoiles avec, voilà, avec le nombre de lames de diaphragme quand on a un nombre pair. Et puis comme je vous disais, il est un petit peu tout temps, moi je préfère dire tout temps que tropicalisé, je trouve ça un peu bizarre comme expression tropicalisé, mais bon. Et donc on va tout de suite aller regarder les photos pour voir le résultat, notamment le piqué, comme vous savez, moi j'adore regarder le piqué, surtout sur les objectifs de paysage, surtout sur la PSC où c'est un petit peu là où il pêche un peu. Et puis ensuite on discutera un petit peu de ce que ça donne en voie lactée et pour faire justement les effets Starburst. On est donc ici dans Lightroom et j'ai fait, comme vous avez pu voir, mes petits tests avec le 10-18, le Tamron et le Tokina. Donc on va commencer à regarder tout de suite à pleine ouverture, c'est ça qui va nous intéresser. Donc celui-ci ouvre à 3.5 versus 2.8 sur le Tokina. Et donc je vais comparer un petit peu tout de suite. Alors j'ai fait une scène qui est un petit peu bizarre, c'est parce que je voulais voir ce qu'il donnait dans les coins, et notamment les coins en haut à gauche, donc je voulais absolument mettre du paysage dans les coins. Sachez qu'on va plus faire attention aux coins qu'il y a en bas, parce qu'en général en haut on a souvent des nuages pour lesquels c'est un peu moins important d'avoir un bon piqué. Donc si on va regarder un petit peu dans les coins ici, hop, je zoome à 100%, et vous pouvez voir qu'à 10 mm, on a vraiment une fine bande ici à gauche qui est très très floue, qui est plus floue que sur le Tokina. Alors le Tokina il fait 11 mm, donc c'est pour ça que c'est un peu plus zoomé. Mais par contre, dès qu'on va vers l'intérieur, on voit que le Tamron devient beaucoup plus vite assez net, là où le Tokina reste encore assez flou en fait. Alors, je suis bien à f3.5 ici sur le Tamron et 2.8 sur le Tokina, donc on ne compare pas exactement les mêmes choses, mais vous verrez ensuite à f4, ça se confirme. Et quand on arrive au centre, le Tamron est clairement plus piqué que le Tokina, clairement. Là, il n'y a pas de discussion à avoir. Et quand on va sur le côté, donc vous voyez ici tout du long, là le Tamron est mieux que le Tokina. Et quand on arrive sur le bord ici, et ben de nouveau, on a cette bande là très fine, hein, vraiment très fine, qui va de là à là à peu près, qui est complètement floue. Enfin complètement, vraiment très flou, pour moi pas acceptable, et ensuite tout de suite la photo devient bien, alors que sur le Tokina c'est beaucoup plus régulier, donc moi je trouve que c'est plus joli sur le Tokina on va dire.
Et puis si on descend un petit peu ici, on peut voir un petit peu ce qui se passe sur le côté. Alors l'herbe, il ne faut pas faire tellement attention parce que c'est un petit peu plus zoomé sur le Tokina. Et ici, quand on va voir dans le coin, on se rend compte que c'est un petit peu mieux sur le Tamron, et notamment quand on va ici devant, vous voyez que c'est beaucoup mieux sur le Tamron que sur le Tokina pour le premier plan de vos photos. Et là, dans le coin à gauche, c'est pas terrible. Donc voilà, toujours cette petite bande là. Si on compare à F4, hop, je vous montre aussi. Alors à F4, on a toujours la même bande un petit peu floue à gauche, là où sur le Tokina on a moins de soucis. Quand on va voir au centre, le Tokina redevient correct, on va dire, mais le Tamron est toujours un petit peu plus piqué. Pour moi, il est encore meilleur à F4. Quand on va sur le coin, eh ben, c'est pareil. Ici, là, le Tokina est un peu mieux dans ce coin-là. Et quand on retourne vers l'intérieur, ici, c'est le Tamron qui redevient mieux. Donc c'est vraiment bizarre, en fait. C'est pas complètement homogène, mais globalement, les deux sont très bien. Voilà, y a pas... Je chipote, c'est volontaire, hein, c'est le but de ces tests. On a toujours cette bande un peu floue ici sur le côté qu'on n'a pas sur le Tokina. Ça, c'est vraiment étrange. Et puis ici, devant, vous voyez, encore une fois, c'est plus net. C'est nettement plus net sur le Tamron que sur le Tokina. Et dans le coin ici, c'est moins bien. Donc voilà. Mais globalement, moi, ce qui va m'intéresser, d'autant plus que je vous dis, hein, c'est vraiment sur une petite bande. Autour, mais au centre, le Tamron semble plus piqué que le Tokina, et ça c'est quand même carrément bien. Si on va regarder F8, F5, 6, on est à peu près comme à F4, c'est-à-dire qu'ils sont tous les deux à peu près similaires, on va dire, si on ne veut pas trop chipoter. Et quand on arrive à F8, ici le Tokina devient tout à fait correct dans les coins, hein, en enlevant la distorsion, il y a toujours un peu de distorsion, c'est normal. Et le Tamron conserve, malgré le fait qu'on soit à F8, conserve sa bande bizarre. Ici au centre, on peut voir que les deux ont vraiment un piqué très similaire, très similaire. C'est difficile d'en trouver un qui est mieux que l'autre. Alors ici, on dirait que la bande floue a un petit peu disparu. Et là, la netteté est tout à fait comparable sur les deux, cette fois-ci. C'est vraiment étrange, hein. C'est vraiment étrange. Là, la bande floue à droite a disparu, on l'a plus. Mais à gauche, elle était encore présente. Et puis si on va voir devant, alors là, on voit vraiment qu'il y a une très nette différence, hein, entre le Tamron où c'est très piqué au premier plan et le Tokina, c'est pas le cas, même à F8. Donc voilà un petit peu. Pour moi, c'est aussi similaire, on va dire, à F8, les deux se valent. Sauf vraiment si vous aimez mettre des premiers plans dans vos photos comme moi, auquel cas le Tokina va être mieux. Si on passe à 14 mm, hop, alors là, on va avoir quelque chose de très similaire. Je vais vous le refaire. Et ben on va regarder à des plus grandes ouvertures. Alors celui-là, c'est lequel? C'est le 10-18. Le 18, on va le zapper maintenant. On va regarder par rapport au Tokina. Hop. Donc Tokina f2.8. Alors celui-ci, il est à f4. Non, on va prendre le Tokina à f4 directement. Voilà, on a le Tamron à 14 mm à gauche et le Tokina à 14 mm à droite. Alors quelque chose que j'ai noté aussi dans mes tests, c'est que vous voyez ici, au même réglage, 1/400 f4 ISO 100, la photo prise avec le Tokina me paraît plus claire. Et ça a été assez constant sur mes tests. J'avais l'impression qu'il y avait toujours, en général, un tiers de diaph, un tiers de stop, plus sombre chez le Tamron par rapport au Tokina et par rapport au Canon. Donc c'est possible que ces traitements de surface bloquent une partie de la lumière. C'est mon interprétation, j'imagine un peu comme ça. Donc en fait, à 14 mm, en général, ce qui se passe sur les objectifs ultra grand angle, c'est que quand on va zoomer à l'intérieur, eh ben, on n'aura plus ces grosses distorsions qu'on avait au bord. Et là, sur le Tamron, on garde cette bande un petit peu floue. Et ça, j'ai vraiment pas compris pourquoi. Et même quand on avance vers 18, 24, je vais pas tous vous les faire, mais quand on avance plus loin, on garde ces soucis-là. Donc je sais pas trop pourquoi. C'est vraiment étrange. Ici, à 14 mm, vous voyez, à F4, on a vraiment beaucoup de détails dans les deux. C'est vraiment très similaire. Très similaire. Et si on va ici sur la droite, alors là, voilà, pareil, hein, là, le flou énorme, qu'on a beaucoup moins sur le Tokina. Et dès qu'on va un petit peu à l'intérieur, ici, on commence à avoir une netteté qui est tout à fait correcte. Ici, le Tokina est un petit peu mieux de ce côté-là. Et quand on va sur les côtés, ici, à nouveau, le Tamron redevient mieux. On a aussi clairement beaucoup plus de contraste avec le Tamron. Ça se voit assez fortement. Voilà. Si je vous le mets à F8,
Donc vous voyez, toujours cette petite bande étrange. Et puis à F8, les deux sont très nets au milieu, il n'y a pas de souci, ils se défendent bien, et j'ai même l'impression que le Tamron est un petit peu mieux que le Tokina sur le coup. C'est difficile après, parce que comme c'est un petit peu assombri, on peut avoir l'impression que parfois on a un peu plus de netteté, mais c'est pas forcément le cas, et encore une fois, le Tokina mieux à droite. Mais mieux à droite en haut, parce que en bas à droite, c'est le Tamron qui redevient mieux. Donc voilà, vous voyez, il n'y en a pas un des deux qui est parfait, ça c'est certain, mais au global, moi j'ai quand même le sentiment que le Tamron est meilleur. Voilà, sur les questions de piqué. Et juste pour le fun, je me suis amusé à comparer à 18 mm avec le 18-55 de chez Canon. Donc on a toujours le Tamron à gauche. Alors attendez que ça charge, voilà. Hop. Et là on peut voir que on a beaucoup plus de détails, sur le Tamron que sur le 18-55. Et c'est là je trouve vraiment qu'on se rend compte que le 18-55, bah, son piqué n'est pas extraordinaire. Ça reste tout à fait correct, on peut faire des très belles photos avec. Mais quand on parle de notion de piqué, là on voit clairement la différence entre les deux. On voit beaucoup plus de détails, on va voir les petites branches ici qu'on va voir, voilà. Alors que de l'autre côté on voit des masses un petit peu uniformes. On voit beaucoup plus de détails, voilà. Les petits rondins ici qui apparaissent, alors qu'ici ils n'apparaissent pas. Voilà. Je ne vais pas faire le tour jusqu'au bout, mais vous voyez, le 18-55 aussi est plus flou sur les bords, et puis dans le coin, bah voilà, ici dans le coin, on ne sait pas d'où ça vient, mais là le 18-55 est génial, et moins le Tamron, à 18 mm. Le Tamron à 18 mm ici, il est plus flou que l'autre. C'est bizarre, hein? C'est très étrange. Voilà. Mais en tout cas, comme je vous disais, pour la notion de piqué, voilà, cette notion-là est importante. Mais ça veut quand même dire que quand vous zoomez à 18-24 mm, votre premier plan commence à devenir n'est plus tellement mis en valeur en fait. Donc ça c'est un souci. On va confirmer à 24 mm pour voir si c'est bien le cas. Si je me mets à F8 24 mm, alors attendez, ça c'est 18-55. Et si je me mets sur le Tokina, le Tamron, voilà, je vais y arriver. À F8, bah oui, le premier plan est flou. Ici, alors que c'était pas le cas quand on était à 10 mm ou à 14 mm. Par contre, à l'infini là-bas, c'est hyper piqué. Donc voilà, tout ça pour dire qu'un objectif c'est très complexe et il faut être capable de bien connaître son objectif en fait. Et souvent les objectifs, notamment les grands angles, vont être optimisés pour bien prendre des photos à l'angle le plus grand. Le 10-18 de chez Canon, je vous ai dit, à 10 mm c'est là qu'il est le meilleur. Le 10-24 de chez Tamron, et ben à 10-14 mm c'est là qu'il va être le meilleur. À 18-24 il va commencer à être un petit peu moins bon. Sur le premier plan en tout cas, mais à l'arrière-plan il est toujours très bon. Maintenant sur les photos de Voie lactée, parce qu'on va souvent utiliser aussi ces ultra grands angles pour faire de la Voie lactée. Au départ, je me disais, pas terrible, parce qu'il ouvre qu'à 3.5 quand on est à 10 mm. Souvent, les photos de Voie lactée, on va se mettre le plus large possible. 3.5, c'est 2 tiers de stop en moins que le Tokina qui ouvre à f2.8. Et vous pouvez voir sur les photos que je vous montre là, qu'en réalité, en fait, je m'en suis rendu compte en faisant mes tests, le Tokina à f2.8, il est vraiment pas très piqué, quoi. Il a vraiment des petits soucis de netteté sur les étoiles, et aussi j'ai vraiment pu constater qu'il y avait une grosse différence de contraste entre le Tokina et le Tamron. Donc je vous montre aussi la version après retouche, j'ai fait les mêmes retouches sur les deux, et là on voit clairement que le contraste est beaucoup plus prononcé sur le Tamron que sur le Tokina. Donc du coup je me suis dit, tiens, si on veut avoir une meilleure netteté, je sais que beaucoup de photographes, d'astrophotographes font ça pour leurs photos de Voie lactée. Même s'ils ont un objectif qui est ouvrir à f2.8, ils vont prendre leurs photos à f4 ou à f3.5. Donc je me suis amusé à prendre ces mêmes photos à f4 tous les deux, ou 3.5, je ne sais plus. Et même là, on voit que le Tamron est meilleur en fait. Donc bref, après ces tests, je me dis que je ne devrais plus vraiment faire de photos de Voie lactée à 2.8. Je devrais plutôt plus souvent faire des photos de Voie lactée à f3.5 ou f4. Et du coup, si j'utilisais ces paramètres-là, le Tamron serait probablement meilleur que le Tokina. Donc voilà, je reviens un petit peu sur ce que je pensais avant du Tokina, notamment sur sa très grande ouverture. Peut-être que ça a changé avec le Tokina 11-20, mais je crois que vraiment la construction est la même que sur le 11-16, et les résultats des DxOMark semblaient être les mêmes. Donc pour la Voie lactée, je mettrais plutôt un point pour le Tamron. Et puis, pour le Starburst, pour l'étoile avec toutes ses branches,
vous pouvez voir que ça fait des effets un petit peu différents. Et là, pour le coup, moi, je préfère celui du Tokina. Je trouve l'étoile du Tokina est plus nette. On voit mieux les pics, les différents pics des étoiles. Là où sur le Tamron, c'est un petit peu moins bien défini, je trouve. C'est moins joli. C'est moins joli. Donc, je préfère celui du Tokina. Par contre, on peut constater quand même qu'on a énormément de flair sur le Tokina. Beaucoup de réflexions, de reflets à l'intérieur de l'objectif, visiblement. On en voit un petit peu dans les coins, un petit peu partout. Alors que sur le Tamron, il y a une tâche qui est plus grosse que celle du Tokina, mais elle est vraiment à un seul endroit. Donc si on arrive à se débarrasser de ça, on a vraiment une photo quasiment libre de tout flair. Donc si vous aimez faire des photos avec le soleil à l'intérieur, à vous de voir si vous voulez privilégier le flair, limiter le flair, dans ce cas-là le Tamron va être mieux. Ou si vous voulez avoir un beau soleil en étoile, auquel cas le Tokina sera le mieux. Et puis je ne vous ai pas parlé de la stabilisation. Mais voilà, le Tokina n'est pas stabilisé, le Tamron est stabilisé comme le Canon. Donc là aussi j'ai fait mes petits tests, et donc en conditions réelles, dans un château, dans une pièce assez sombre. Et pour faire très simple, le Tokina, donc j'étais à 11 mm, j'ai réussi à avoir la majorité de mes photos qui étaient nettes à 1/40e de seconde. En dessous, j'avais une minorité de mes photos qui étaient nettes. Avec le Canon, j'ai réussi à descendre à 1/10e de seconde. Ça veut dire que j'ai gagné 2 stops. 1/40e, divisé par 2, 1/20e, divisé par 2, 1/10e. J'ai gagné 2 stops de stabilisation avec Canon. Et avec le Tamron, j'ai réussi à descendre à 1/5e de seconde. Donc j'avais toujours la majorité de mes photos qui étaient nettes. Donc ça veut dire qu'on a gagné 3 stops. En deçà, j'étais jusqu'à 1 seconde. On a vraiment... ça marche plus, la stabilisation marche plus. Donc pour moi, cette stabilisation de 3 stops est meilleure que celle de Canon, et ça confirme un petit peu les impressions que j'avais déjà de Tamron, avec notamment le 90 mm macro, qui est extrêmement bien stabilisé. Enfin voilà, Tamron, la stabilisation, il maîtrise bien. Donc ce qui en fait un objectif assez complet finalement. Donc si on vient le comparer un petit peu avec la concurrence, désolé pour le texte, ça s'est un petit peu superposé. Donc le Tamron par rapport au Tokina, en termes de piqué, j'aurais tendance à mettre le Tamron en numéro 1. Je vous dis, c'était un petit peu match serré par moment, mais je le trouve, je me mettrais en numéro 1, notamment pour les grandes ouvertures. Pour moi, on achète ce type d'objectif aussi parce qu'il y a des ouvertures assez grandes, notamment le Tokina, on va l'acheter parce qu'il y a une ouverture à f2.8, mais à f2.8, son piqué est vraiment très limité en fait. Donc je préfère miser sur le Tamron au niveau du piqué. Au niveau de l'ouverture, j'ai mis un petit peu les deux en gagnant, parce que f2.8 chez Tokina, ok, mais f3.5 avec la stabilisation va permettre de prendre des photos avec des ISO plus bas quand on est dans des conditions de basse luminosité, notamment quand on est en intérieur, d'églises, de châteaux, etc. Il n'y a que pour les photos de Voie lactée, où là on est limité dans le temps de pause. Il n'y a que dans ces cas-là où ça va être peut-être plus intéressant d'avoir un f2.8, mais comme je vous dis, encore une fois, c'est pas très piqué. En termes de focale, là on va de 10 à 24 mm, donc c'est un petit peu plus large que 11 à 6. Les deux acceptent les filtres, celui-ci est construit en plastique, le Tokina est construit en métal, pour certains c'est important. Notez quand même que la bague est en métal, mais le boîtier, enfin le corps de l'objectif est en plastique. En termes de starburst, moi je préfère clairement celui du Tokina. Et puis ensuite, pour le poids, tiens, celui-là il fait 440 grammes, contre 550 sur le Tokina. Voilà, 100 grammes de gagné dans le sac à dos. Et puis en termes de tarifs, celui-ci est plus cher que le Tokina. Par rapport au Canon 10-18, alors là c'est assez simple, hein, à peu près tout va en faveur du Tamron. Le piqué, clairement meilleur sur celui-là. Il est assez hétérogène sur le Canon, comme je vous disais. L'ouverture en faveur de celui-là, la focale en faveur de celui-là. Et puis après, pour le reste, c'est similaire, hein. Ils acceptent tous les deux les filtres, plastique, ils sont en plastique, etc. Par contre, en termes de poids, le Canon 10-18 fait 240 grammes, 200 grammes de moins que le Tamron. Et en termes de prix, surtout, il fait 260 € contre 640, donc 2,5 fois moins cher. Donc clairement, si vous n'avez pas un énorme budget, le Canon 18 reste une très bonne option. Il reste tout à fait correct. Par rapport au Nikkor 10-20, là de la même manière, j'ai pas encore vraiment, enfin j'ai pas testé le Nikkor et personne n'a encore pu le tester d'ailleurs, donc on va pas forcément s'attarder là-dessus, mais il se positionnera un petit peu comme le Canon 10-18, comme un petit objectif léger et pas très cher. Et je voulais le comparer finalement par rapport au Samyang 14 mm, le 10 mm vous avez bien compris que je l'ai un petit peu mis de côté. Le 14 mm, pour moi, n'est pas complètement un ultra grand angle, parce que à 14 mm, on ne fait pas rentrer autant de choses dans sa photo. Entre 14 mm et 10 mm, il y a 40% d'écart quand même, c'est pas rien. Et le 14 mm, cela dit, si jamais c'est une focale qui vous va, le piqué est vraiment excellent. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux sur un APS-C en tout cas
que le piqué du 14 mm de Samyang. Il ouvre f2.8 et il était très bon f2.8, donc là pour le coup pareil pour les photos de nuit. Maintenant 14 mm, vous faites rentrer moins de voie lactée dans votre photo, donc à vous de voir ce que vous préférez. En termes de focale, clairement ici on a un zoom donc c'est bien mieux. Et puis surtout on ne peut pas mettre de filtre sur le Samyang, celui-là on peut mettre un filtre. Le starburst du Samyang n'était pas bon parce qu'on avait un nombre pair de lamelles et parce que voilà, on voyait pas très bien le petit starburst. Il était focus manuel, celui-là il est en autofocus. Donc voilà. Si vraiment c'est le piqué qui compte pour vous, allez vers le Samyang. Si vraiment vous vous dites que vous pouvez faire sans descendre à 10 mm, vous pouvez faire en restant à 14 mm, allez vers le Samyang. Pour tout le reste, j'aurais tendance à dire le Tamron 10-24 est quand même beaucoup plus complet. Mais maintenant il coûte le double du prix aussi quasiment. En conclusion, je pense que ce petit 10-24 de chez Tamron là, c'est le meilleur ultra grand angle qu'on puisse avoir sur un APS-C. Je pense les avoir à peu près tous testés maintenant, à part peut-être les anciens modèles de chez Sigma, Tamron et Canon, mais qui sont de toute façon moins bien que les nouveaux. C'est à peu près certain, en tout cas les tests le disent, donc je n'ai pas eu envie de les tester moi-même. Donc je pense qu'au global, on a ici le meilleur ultra grand angle. En termes de piqué, je trouve que globalement, il est un petit peu meilleur que le Tokina. Ils se valent pas mal, notamment si on enlève ces deux fameuses bandes sur les bords. Ce que moi me pose pas tellement de problème, parce qu'il y a toujours un tout petit peu de recadrage sur une photo, on a l'horizon qui n'est pas forcément tout à fait droit, et puis on va recadrer un peu, etc. Donc ça me choque pas de devoir retirer un petit millimètre de chaque côté. Donc voilà, pour moi c'est le premier choix qu'on peut avoir si on veut faire de la photo de paysage sur APS-C. Et je vous dis, même pour de la photo de voie lactée, à mon avis, c'est meilleur que le Tokina, d'après mes tests en tout cas, notamment avec le contraste que propose cet objectif. Donc voilà, c'est un objectif qui est vraiment complet. Encore une fois, j'ai l'impression que c'est ce que fait Tamron en ce moment. Canon et Nikon vont faire des objectifs assez basiques, ce qu'ils savent bien faire, où on est sûr que ça va donner ce qu'on attend d'eux. Sigma va faire les trucs les plus fous possibles, avec les plus grandes ouvertures, les plus gros trucs, etc. Et Tamron essaie de faire des objectifs complets, en tout cas c'est comme ça que je le perçois. J'avais déjà perçu avec le 35 mm que j'avais testé, et là pour moi c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'entre 10 et 24 mm on a vraiment toutes les focales dont on peut avoir besoin pour faire de la photo de paysage. On a un objectif qui est autofocus, qui est stabilisé, qui prend des filtres, qui est protégé contre les intempéries. Donc globalement quand on a ça dans son sac, on peut partir faire tout type de photos de paysage, on est paré en fait. Et c'est ça qui me plaît beaucoup avec ce petit Tamron. Donc comme vous avez pu le comprendre, je me pose la question. Est-ce que je vais lâcher mon Tokina pour prendre ce Tamron? J'en sais rien. J'en sais rien parce que voilà, le Tokina, si il y a le Starburst peut-être qui est un petit peu meilleur. Mais j'aimerais bien. En fait, je pense que j'aimerais bien passer au Tamron parce que je sais que si je glisse ça dans mon sac, j'ai besoin d'aucun autre objectif. D'autant plus qu'il est un peu plus léger que le Tokina. Et je pense qu'il peut vraiment s'adapter à beaucoup plus de situations. Donc voilà, pour moi c'est mon premier choix. Donc, alors certes il est un petit peu plus cher, 640 €, cela dit c'était le prix de lancement du Tokina. Donc ça me choque pas plus que ça. Et donc ma recommandation c'est qu'on peut acheter si on est vraiment fan de photos de paysage, si on adore faire des photos de paysage et qu'on n'est pas prêt aujourd'hui à s'investir dans un plein format avec toutes les optiques qui vont avec, etc. Donc un petit peu dans ma situation, je pense que c'est un très très bon investissement pour être paré dans toutes les situations. Donc voilà, moi je vous le recommande si vous avez la bourse pour vous le payer. Mais je pense que clairement, maintenant il va faire partie il va être sur la première marche du podium dans ce que je vais recommander en ultra grand angle. Et si vous avez un petit budget, vous avez maintenant les solutions de chez Canon et chez Nikon qui sont beaucoup moins chères. Donc du coup le Tokina, je pense que je vais de moins en moins le recommander. Voilà, je pense avoir beaucoup trop parlé dans cette vidéo, c'est beaucoup trop long, mais c'est pas grave, c'est les vacances. Vous avez le temps de regarder. Donc moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde.